Quand ma mère est morte soudainement, ma tante a crié, elle a tué sa propre mère pour l'héritage. Les parents ont appelé la police. J'ai été arrêté. Puis mon fils de 8 ans s'est libéré de la foule et a dit, « Maman, dois-je dire à l'officier Frank ce que tante Sophia a fait cette nuit-là avec grand-mère ?» Les menottes sont tombées au sol. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand le policier a refermé les menottes autour de mes poignets devant mon fils de 8 ans, j'ai cru que ma vie était finie. Mais mon petit garçon s'est alors avancé et a posé une simple question qui a tout changé. Je m'appelle Verona, et il y a 3 jours, je n'étais qu'une simple maîtresse de CE2 qui organisait les funérailles de sa mère. Aujourd'hui, je me tenais dans son salon, entouré de membres de ma famille convaincus que je l'avais assassinée pour l'héritage. Le métal froid se resserrait sur mes poignets pendant que l'agent Frank Rodriguez, le même homme qui entraînait l'équipe de baseball de mon fils tous les samedis, me lisait mes droits devant une trentaine de parents et d'amis de la famille. Mon fils, Colton, se tenait là dans son costume de deuil noir, celui que nous venions d'acheter la veille parce que l'ancien était devenu trop petit. Il n'avait que 8 ans, mais à cet instant, son petit visage affichait la détermination de quelqu'un de bien plus âgé. Ma mère, Geneviève, aurait été fière de le voir se tenir si droit, de l'entendre parler si clairement lorsqu'il a tiré sur la manche de l'agent Rodriguez. « Agent Frank, dit-il, sa voix perçant le chaos des accusations et des larmes. Je dois vous dire ce que tante Sophia a fait cette nuit-là avec mamie. » La pièce est devenue silencieuse. Ma tante Sophia, la propre sœur de ma mère, qui venait de passer la dernière heure à hurler que j'étais une meurtrière, est devenue blanche comme un linge. Elle était si sûre d'elle quelques instants auparavant, agitant le flacon de médicaments pour le cœur de ma mère, prétendant que j'avais empoisonné ma propre mère avec sa prescription de digitaline. Elle avait convaincu toute la famille. Elle avait convaincu la police. Même moi, j'avais commencé à me demander si, d'une manière ou d'une autre, je n'avais pas commis une terrible erreur. Si la dose avait été mauvaise. Si j'étais responsable. Mais Colton connaissait la vérité. Mon garçon calme et observateur, qui collectionnait les cartes de baseball et dormait encore avec son dinosaure en peluche, avait vu quelque chose cette nuit-là qui allait tout changer. Alors qu'il ouvrait la bouche pour parler à nouveau, j'ai vu la main parfaitement manucurée de ma tante se mettre à trembler. « Maman n'a rien fait de mal », a déclaré fermement Colton. J'ai tout vu depuis ma cachette. J'ai des preuves sur mon iPad. Les menottes m'ont soudain semblé plus lourdes, mais pour la première fois depuis la découverte du corps de ma mère, je pouvais respirer. Mon fils, le petit-fils que ma mère avait aimé plus que sa propre vie, était sur le point de révéler ce qui s'était réellement passé la nuit où Geneviève est morte. Et la vérité était plus choquante que tout ce que nous aurions pu imaginer. Je n'aurais jamais imaginé organiser les funérailles de ma mère à 35 ans. Geneviève était censée vivre éternellement, ou du moins assez longtemps pour voir Colton finir le lycée. C'était la personne la plus saine que je connaissais. Chaque matin à 6 heures, elle faisait du yoga dans son salon. Elle achetait tout bio, même si cela signifiait conduire 40 minutes jusqu'à l'épicerie spécialisée. Elle faisait ses bilans de santé tous les 6 mois sans faute, et son médecin plaisantait toujours en disant qu'elle avait le cœur d'une personne de 20 ans sa cadette. Ce mardi-là a commencé comme n'importe quel autre. J'ai réveillé Colton à 7 heures, lui ai préparé des œufs brouillés au fromage comme il les aimait, et les déposé à l'école primaire de Riverside avant de me rendre dans ma propre salle de classe à 3 pâtés de maison de là. Enseigner en CE2 ne me rendait pas riche, mais cela nous permettait de nous en sortir, et les horaires me permettaient d'être là pour Colton quand il avait besoin de moi. Maman m'avait envoyé un texto ce matin-là alors que je préparais le cercle de lecture. Dîner à 18 heures, je fais ton rôti de bœuf préféré avec ces petites pommes de terre que tu adores. J'avais souri à mon téléphone et répondu, j'ai hâte. Colton me parle de ta purée toute la semaine. Dis à mon trésor que j'en ferai plus, avait-elle répondu, ajoutant un emoji en forme de cœur qu'elle avait récemment appris à utiliser. La journée s'est déroulée à son rythme habituel, 22 enfants de 8 ans apprenant les tables de multiplication, une brique de jus renversée pendant le goûter, 2 disputes dans la cour de récréation pour savoir qui utiliserait la bonne balançoire. Après l'école, j'ai récupéré Colton à la garderie périscolaire, je me suis arrêté à l'épicerie pour du lait et du pain, et je l'ai écouté parler de son projet scientifique sur le système solaire. Nous étions censés y travailler après le dîner chez ma mère. Quand je suis arrivé dans son allée à 16h30 pour l'aider à préparer le dîner, sa voiture était à sa place habituelle. La porte d'entrée était déverrouillée, ce qui n'était pas inhabituel.
Maman ne la fermait jamais à clé pendant la journée, malgré mes avertissements constants sur la sécurité. Je l'ai appelée en entrant, m'attendant à entendre sa voix depuis la cuisine, probablement déjà en plein épluchage de pommes de terre. La maison sentait le rôti, ce mélange familier de bœuf et de romarin qui pour moi était synonyme de foyer. Mais quelque chose n'allait pas. La télévision de la cuisine n'était pas allumée. Maman regardait toujours les informations de 17 h en cuisinant. Je l'ai trouvée à la table de la cuisine, affalée sur sa chaise. Son thé de l'après-midi fumait encore dans sa tasse bleue préférée, celle que je lui avais fabriquée dans un cours de poterie 10 ans plus tôt. Ses lunettes de lecture étaient tombées par terre. Une main était tendue sur la table, comme pour atteindre quelque chose que je ne voyais pas. « Maman ?» J'ai touché son épaule et elle était déjà froide. Pas complètement, mais assez pour que je sache. J'ai quand même cherché un pouls, pressant mes doigts contre son cou pendant que mon propre cœur martelait si fort que je pouvais à peine sentir autre chose. Rien. J'ai sorti mon téléphone, mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour composer le 911. Ma mère ne respire plus, je me suis entendu dire, étonnamment calme. Je crois qu'elle a fait une crise cardiaque. Les ambulanciers sont arrivés en 8 minutes, bien que cela m'ait paru des heures. Ils ont tout essayé, mais je pouvais le lire sur leur visage. Elle était partie depuis au moins 1 heure, ont-ils dit. Probablement une crise cardiaque foudroyante. Rapide et relativement indolore. Elle n'a probablement même pas su ce qui se passait, m'a dit doucement le plus jeune ambulancier. Un instant, elle prenait son thé, l'instant d'après, elle n'était plus là. Colton était resté dans l'embrasure de la porte tout ce temps, son sac à dos toujours sur les épaules, son affiche de projet scientifique serrée dans ses mains. Il n'a pas pleuré. Il a juste regardé pendant qu'il la couvrait d'un drap, pendant qu'il me posait des questions sur ses antécédents médicaux, ses médicaments, ses symptômes récents. Oui, elle prenait de la digitaline pour un léger problème de rythme cardiaque. Non, elle ne s'était plainte d'aucun problème. Oui, elle avait semblé tout à fait normale ce matin-là. Les 3 jours suivants se sont enchaînés dans un flou, comme des aquarelles sous la pluie. J'ai appelé tante Sophia à Phoenix, la sœur aînée de maman, qui lui rendait visite 2 fois par an et appelait tous les dimanches. J'ai rencontré des directeurs de pompes funèbres qui parlaient d'un ton doux et bien rodé. J'ai trié les papiers dans le classeur impeccablement organisé de maman, où elle avait tout étiqueté de sa belle écriture d'institutrice. Elle avait même laissé un dossier intitulé « Quand je ne serai plus là » avec toutes ses volontés. Une cérémonie simple. Un cercueil en pin. Des fleurs sauvages, pas des roses. Des dons à la bibliothèque au lieu de fleurs. Le testament était là aussi, signé et notarié il y a 2 ans. Tout me revenait, à moi, sa fille unique. La maison qu'elle avait fini de payer 10 ans plus tôt, son compte d'épargne avec 47 000 $, les bijoux de sa mère, qui n'avaient pas une grande valeur monétaire mais représentaient tout en souvenir. Ce n'était pas une fortune, mais c'était assez pour rembourser mes prêts étudiants et commencer ce fonds universitaire pour Colton que j'avais l'intention d'ouvrir. Les voisins apportaient des plats que je ne pouvais pas manger. Mes collègues enseignants ont pris en charge mes classes. Le directeur des pompes funèbres s'est occupé des détails sur lesquels je ne pouvais pas me concentrer. Et pendant tout ce temps, je m'attendais à voir maman franchir la porte, riant de tout le remue-ménage. Les funérailles étaient magnifiques, exactement ce que maman voulait. Le cercueil en pin scintillait sous la lumière matinale qui filtrait à travers les vitraux de l'église. Des fleurs sauvages couvraient chaque surface, leur parfum sucré se mêlant à l'odeur de vieux bois des bancs. Nous avons chanté ses hymnes préférés, ceux qu'elle fredonnait en cuisinant. Le pasteur a parlé de son dévouement à sa communauté, de ses 30 ans en tant qu'infirmière, de sa dévotion à m'élever seule après la mort de papa quand j'avais 3 ans. La moitié de la ville était présente, ce qui ne m'a pas surprise. Maman avait touché beaucoup de vies. Tante Sophia est arrivée de Phoenix la veille des funérailles, débarquant dans sa Lexus de location avec 3 valises de créateurs pour ce qui aurait dû être un voyage de 4 jours. Elle a fait irruption dans la maison de maman comme si elle en était la propriétaire, son parfum écrasant l'odeur persistante des bougies à la lavande de maman. « Tu aurais dû m'appeler plus tôt », dit-elle, examinant le salon de maman d'un œil critique. « Je suis sa sœur. J'avais le droit de lui dire au revoir. » Il n'y avait pas le temps, Sophia. Elle était déjà partie quand je l'ai trouvée. Elle a fait un bruit dédaigneux et a passé son doigt sur la cheminée, cherchant une poussière inexistante. Maman avait toujours gardé sa maison impeccable. Nous devons discuter des dispositions pour la succession, a-t-elle dit. Je suppose que tu vas vendre la maison rapidement. Le marché est parfait pour ça. Je n'y ai pas encore pensé, ai-je répondu honnêtement.
On peut d'abord passer les funérailles? Elle m'avait alors jeté un regard que je n'ai pas su déchiffrer, un mélange de pitié et de calcul. Après la cérémonie, tout le monde s'est rassemblé chez maman. J'avais disposé de la nourriture sur la table de la salle à manger en utilisant la belle porcelaine de maman, comme elle l'aurait voulu. Les gens partageaient des histoires, certains pleurant, d'autres riant en se remémorant les blagues terribles de maman ou ses légendaires biscuits de Noël. Colton est resté près de moi, me tenant la main quand il pensait que personne ne regardait. Je remplissais la cafetière quand Sophia m'a coincé dans la cuisine, me bloquant le chemin vers le salon. « C'est drôle comme tout ça est pratique pour toi », dit-elle, sa voix basse et acérée. « De quoi tu parles ? Ta mère était en parfaite santé le mois dernier quand je l'ai eue en appel vidéo. Elle prévoyait un voyage en Europe au printemps. Elle avait déjà acheté les billets. Les gens font des crises cardiaques, Sophia. Même les gens en bonne santé. » Ses yeux se sont plissés. « Vraiment ? Ou est-ce que les mères célibataires dépassées et criblées de dettes leur donnent un coup de pouce ? La cafetière a tremblé dans mes mains. Comment oses-tu ? Je n'insinue rien. J'énonce des faits. Elle s'est approchée et j'ai senti une odeur de vin sur son haleine, bien qu'il soit à peine midi. Tu es en retard sur les paiements de ta voiture. Tes cartes de crédit sont au maximum. Colton a besoin d'un appareil dentaire que tu ne peux pas te permettre. Et soudain, ta mère en bonne santé meurt et te laisse tout. Laisse-moi passer. Savais-tu qu'elle prévoyait de changer son testament ? J'ai eu l'impression de tomber dans le vide. Quoi ? Elle m'a appelé il y a 2 semaines. Elle a dit qu'elle voulait créer un fonds en fiducie pour Colton au lieu de tout te laisser directement. Elle s'inquiétait que tu ne sois pas assez responsable avec l'argent. Elle pensait que si ça allait dans un fonds, au moins Colton serait protégé. Les lèvres de Sophia se sont courbées en un sourire hideux. Mais elle n'a jamais eu la chance de faire ce changement, n'est-ce pas ? Tu mens. Vraiment ? Appelle son avocat. Demande-lui pour le rendez-vous qu'elle avait prévu la semaine prochaine. Avant que je puisse répondre, elle m'a arraché la cafetière des mains et a marché d'un pas décidé dans le salon rempli de parents et d'amis. Je l'ai suivi, le cœur battant à tout rompre. Tout le monde doit connaître la vérité, a-t-elle annoncé, sa voix tranchant les conversations feutrées. La pièce est tombée dans le silence. Geneviève n'est pas simplement morte. Elle a été assassinée par sa propre fille. La cousine Janet a eu un hoquet de surprise. L'oncle Théodore a laissé tomber sa tasse de café, la porcelaine se brisant sur le parquet de maman. Les gens ont reculé, comme si j'étais contagieuse. Sophia a continué, sa voix montant en puissance à chaque mot. J'ai trouvé ça dans l'armoire à pharmacie de Geneviève. Elle a sorti un flacon de prescription de son sac à main. De la digitaline, un médicament pour le cœur qui est mortel à haute dose. Verona est la seule qui avait accès à la maison de sa mère. C'est elle qui lui a fait ce thé. Elle connaissait le médicament. Elle l'a tué pour l'héritage. C'est le médicament légitime de maman pour son cœur, ai-je dit. Mais les gens chuchotaient déjà, me regardant déjà différemment. Alors pourquoi y en avait-il autant dans son organisme ? A exigé Sophia. J'ai demandé à un ami à l'hôpital de vérifier le rapport toxicologique. Les niveaux étaient 3 fois plus élevés que la normale. C'est impossible. Je n'ai même pas vu maman ce jour-là avant de la trouver. Appelez la police, a hurlé Sophia. Testez cette tasse de thé. Testez tout. Ma sœur a été assassinée et sa tueuse est juste là, prétendant être en deuil. L'oncle Théodore sortait déjà son téléphone. Autour de moi, la foule se resserrait, leur visage un mélange de choc, d'horreur et de quelque chose de pire, le doute. Ces gens qui m'avaient connu toute ma vie me regardaient comme une étrangère, comme un monstre. En moins de 20 minutes, j'ai entendu des sirènes approcher. 2 voitures de police se sont garées devant la maison de maman, leurs gyrophares clignotant, mais les sirènes maintenant silencieuses. À travers la fenêtre, j'ai vu l'agent Frank Rodriguez sortir de la première voiture. Je connaissais Frank de l'équipe de baseball de Colton, où il était entraîneur bénévole chaque printemps. C'était un homme bon, patient avec les enfants, juste mais ferme. Le voir ici dans ses fonctions officielles a rendu la situation soudainement et terriblement réelle. Il est entré dans la maison avec son partenaire, un agent plus jeune que je ne reconnaissais pas. Les yeux de Frank ont croisé les miens à travers le salon bondé, et j'y ai vu le conflit. Il me connaissait. Il connaissait ma famille, mais il avait un travail à faire. Madame, dit-il formellement, alors que la semaine dernière encore, il m'appelait Verona à l'entraînement. Nous avons reçu un signalement de mort suspecte. Je dois vous poser quelques questions.
Sophia s'est immédiatement lancée à nouveau dans ses accusations, agitant le flacon de prescription, parlant de niveau toxique et de motifs d'héritage. Franck a écouté patiemment, prenant des notes, son visage ne laissant rien paraître. Puis il s'est tourné vers moi. « Pouvez-vous me dire la dernière fois que vous avez vu votre mère vivante ?» Mardi matin, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le sentais. Elle m'a envoyé un texto pour le dîner. Je l'ai trouvé à 16h30 cet après-midi-là quand je suis venu l'aider à cuisiner. Et où étiez-vous pendant la journée? J'enseignais à l'école primaire de Riverside. 22 élèves et 3 autres enseignants peuvent confirmer que j'y étais toute la journée. Franck a hoché la tête, toujours en train d'écrire. Son partenaire avait mis des gants et mettait soigneusement la tasse de thé de maman dans un sac à preuve. Nous devrons tester ça, a-t-il dit. Procédure standard dans des cas comme celui-ci. Il n'y a pas de cas, ai-je dit. Ma mère avait un problème cardiaque. Elle prenait de la digitaline. Elle a fait une crise cardiaque. Alors le test le confirmera, a dit Franck doucement. Mais 30 minutes plus tard, lorsque le kit de test de terrain a montré des niveaux élevés de digitaline dans le résidu du thé de maman, l'expression de Franck a changé. La compréhension douce a disparu, remplacée par une distance professionnelle. Verona, a-t-il dit en sortant ses menottes. Je vais devoir vous demander de nous accompagner pour un interrogatoire. Tu m'arrêtes, Franck? Tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais. Vous avez le droit de garder le silence, a-t-il poursuivi, sa voix stable mais empreinte d'excuses. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Les menottes étaient froides contre mes poignets, plus lourdes que je ne l'avais imaginé. La foule de parents se pressait, certains pleurant, d'autres chuchotant. J'ai entendu quelqu'un dire, j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche chez elle. Une autre voix, pauvre Geneviève, tuée par sa propre fille. J'ai cherché Colton, paniquant quand je ne l'ai pas vu. Puis la foule s'est écartée, et il était là, se frayant un chemin à travers les adultes, son petit visage féroce de détermination. Il s'est dirigé droit vers l'agent Rodriguez et a attrapé la manche de son uniforme. Agent Franck, sa voix était claire, perçant le bruit. Vous entraînez mon équipe de baseball. Franck s'est légèrement agenouillé. Je sais, champion. C'est juste la procédure. Ta maman va s'en sortir. Mais vous devez savoir quelque chose. Le menton de Colton s'est relevé et à ce moment-là, il ressemblait tellement à ma mère que ça m'a coupé le souffle. Tante Sophia ment. Sophia a ri, mais le son était forcé. L'enfant est manifestement coaché, il essaie de protéger sa mère. C'est naturel pour un garçon de la défendre. Je ne la défends pas, l'interrompit Colton, sa voix plus forte maintenant. Je dis la vérité, comme vous nous l'avez appris au camp de baseball. Agent Franck, vous avez dit qu'être un bon témoin, c'est remarquer les détails et dire la vérité, même quand c'est difficile. Je m'en souviens, dit lentement Franck. Je dois vous parler de ce que tante Sophia a fait cette nuit-là avec mamie. J'ai tout vu depuis ma cachette. La pièce est devenue complètement silencieuse. Même les gens au fond ont cessé de chuchoter. Le visage de Sophia s'est vidé de sa couleur, son maquillage parfaitement appliqué ressortant soudainement sur sa peau pâle. Le garçon est confus, dit-elle rapidement. Il n'était même pas là. Verona avait des réunions ce soir-là. Si, j'étais là, a affirmé Colton. Maman avait les réunions parents-professeurs mardi soir. Mamie me gardait. On a dîné à 18h. Des macaronis au fromage avec des hot dogs coupés en morceaux parce que c'est mon plat préféré et mamie me le faisait toujours le mardi soir. Après le dîner, on a joué à cache-cache. Je suis très fort pour me cacher. Mamie ne me trouvait jamais. Franck se releva lentement, sa main se dirigeant à nouveau vers son carnet. Où te cachais-tu, Colton? Dans le garde-manger, derrière le grand sac de riz sur l'étagère du bas. Mamie ne regardait jamais là parce qu'elle disait que ses genoux craquaient trop pour se baisser aussi bas. Sa voix a légèrement vacillé. J'attendais qu'elle me trouve quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai cru que c'était peut-être maman qui rentrait plus tôt, mais j'ai entendu la voix de tante Sophia. C'est impossible, a dit Sophia, mais sa voix était devenue aiguë et faible. Je ne suis arrivé en ville que jeudi. J'ai les registres de vol. Madame, a dit fermement le partenaire de Franck. Veuillez laisser le garçon finir. Colton a regardé droit vers l'agent Rodriguez, ignorant complètement sa tante. Tante Sophia n'était pas censée arriver avant jeudi pour les funérailles, mais elle était là mardi soir, entrant avec son double des clés. Et j'ai vu ce qu'elle a fait.
J'ai tout vu. Et agent Franck, j'ai des preuves. L'agent Rodriguez a sorti un petit enregistreur de sa poche et l'a posé sur la table basse. Colton, je veux que tu me dises exactement ce que tu as vu. Prends ton temps. Colton a hoché la tête, ses petites mains serrées à ses côtés. Mamie a été surprise quand tante Sophia est entrée. Elle était dans le salon en train de plier le linge et elle a sursauté un peu. Elle a dit, « Sophia, qu'est-ce que tu fais ici? Tu avais dit jeudi. » Et tante Sophia a dit qu'elle avait pris un vol plus tôt parce qu'elle devait parler de quelque chose d'important. C'est ridicule, est intervenue Sophia, mais ses mains tremblaient maintenant, son sac à main de créateur serré contre sa poitrine comme une armure. De quoi ont-elles parlé? A demandé Franck, restant concentré sur Colton. Du testament. Tante Sophia a dit que mamie devait être juste. Qu'elle méritait la moitié de tout. Elle a dit que mamie le lui devait parce qu'elle était la sœur aînée et qu'elle s'était occupée de leurs parents quand ils étaient malades. Mais mamie a dit que ce n'était pas vrai. Elle a dit que tante Sophia avait déjà eu son héritage quand grand-père est mort il y a 5 ans et qu'elle avait tout perdu au jeu à Vegas. Plusieurs parents ont eu un hockey de surprise. L'oncle Théodore a marmonné, je savais pour son problème de jeu. Colton a continué, sa voix gagnant en assurance. Mamie commençait à s'énerver. Elle a dit que tante Sophia devait partir, qu'elle ne changerait rien. Elle a dit que maman avait été là pour elle tous les jours alors que tante Sophia n'appelait que quand elle avait besoin d'argent. Ça a vraiment mis tante Sophia en colère. Elle a suivi mamie dans la cuisine. Pouvais-tu voir ce qui se passait dans la cuisine? A demandé Franck. Pas tout, mais je pouvais les entendre. Mamie a dit qu'elle allait se faire un thé pour se calmer. J'ai entendu la bouilloire siffler. Puis tante Sophia a dit quelque chose à propos des pilules pour le cœur de mamie. Elle a dit, tu prends ce médicament de toute façon, génie. Un peu plus ne fera pas de mal. Ça t'aidera à te détendre. Il invente tout ça, la voix de Sophia s'est brisée. Il regarde trop la télévision. Les enfants imaginent des choses. Mamie a dit non, a continué Colton comme si Sophia n'avait pas parlé. Elle a dit qu'elle avait déjà pris sa dose pour la journée. Mais tante Sophia a continué d'insister. J'ai entendu mamie dire, Sophia, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Puis il y a eu des bruits de lutte, comme des pieds qui traînent et une chaise qui racle. Le partenaire de Franck s'était rapproché de Sophia, qui reculait vers la porte. J'ai entendu mamie tousser, a dit Colton, et sa voix s'est légèrement cassée. Elle faisait des bruits d'étouffement horribles. Tante Sophia n'arrêtait pas de dire, Boile, génie. Tu te sentiras mieux. Tu vas te calmer et on pourra en parler raisonnablement. Au bout d'un moment, tout est devenu silencieux, vraiment très silencieux. Que as-tu fait alors? A demandé Franck doucement. J'ai jeté un coup d'œil depuis le garde-manger. Je pouvais voir dans la cuisine de là. Mamie était affalée sur la table et tante Sophia se tenait à côté d'elle, tenant la tasse de thé de mamie. Elle l'a reposée sur la table, puis est allée à l'évier. Elle a lavé le flacon de médicaments avec du liquide vaisselle, l'a séché avec une serviette en papier et l'a remis dans l'armoire à pharmacie. Elle a essuyé tout ce qu'elle avait touché. Et ensuite, elle est partie par la porte de derrière. J'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. J'ai attendu 5 bonnes minutes pour être sûr qu'elle était bien partie. Puis j'ai couru vers mamie. J'ai essayé de la réveiller. J'ai secoué son épaule et l'ai appelée par son nom, mais elle ne bougeait pas. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Colton. J'ai appelé maman tout de suite, mais je ne savais pas comment expliquer. Je lui ai juste dit de venir vite. Tu as dit que tu avais des preuves, a dit Franck prudemment. Quel genre de preuves? Colton a sorti son iPad de son sac à dos, celui qu'il utilisait pour ses projets scolaires et ses jeux. Vous nous avez parlé des preuves au camp de baseball. Vous avez dit que si quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut des preuves sinon les gens risquent de ne pas vous croire. Alors, j'ai pris des photos. Il a ouvert sa galerie de photos et a tendu la tablette à l'agent Rodriguez. Toute la pièce a retenu son souffle pendant que Franck faisait défiler les images, son visage devenant de plus en plus sérieux à chaque balayage. Elles sont horodatées. Mardi, 19h47, a-t-il dit à son partenaire. Des images claires de Madame Winters à l'évier en train de laver quelque chose. Une autre d'elle en train d'essuyer l'armoire à pharmacie. Et celle-ci, il a levé la tablette, la montre en train de partir par la porte de derrière. Sophia s'est jetée désespérément vers la porte, mais le partenaire de Franck était déjà là. Madame Winters, veuillez vous retourner. C'est de la folie. Vous croyez un enfant avec des photos floues.
Les photos sont géolocalisées et horodatées, a dit Frank. Le GPS de votre voiture de location montrera que vous étiez en ville mardi, pas jeudi. La pharmacie aura des registres de qui a acheté de la digitaline récemment. Delta Airlines confirmera quand vous êtes réellement arrivé. Il a sorti ses propres menottes. Sophia Winters, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'ils emmenaient Sophia, elle hurlait à propos d'avocats, de complots, et qu'aucun jury ne la condamnerait sur la base du témoignage d'un enfant. Mais tout le monde dans cette pièce avait vu la vérité dans le regard fixe de Colton, l'avait entendu dans sa voix inébranlable. Les menottes qui avaient été à mes poignets quelques instants plus tôt sont tombées sur le sol avec un bruit métallique lorsque l'agent Rodriguez les a déverrouillées. Je suis désolé, Verona, a-t-il dit doucement. Nous devions suivre le protocole lorsque l'accusation a été portée. Je suis tombé à genoux et j'ai serré Colton dans mes bras, le tenant aussi fort que j'osais. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite, mon chéri? J'avais peur qu'elle te fasse du mal aussi, si elle savait que j'avais vu, a-t-il murmuré dans mon épaule. Et je voulais d'abord le dire à l'agent Frank parce qu'il est de la police. Mamie disait toujours d'aller voir les autorités avec des informations importantes. La pièce a éclaté en chaos. Des parents s'excusant, pleurant, exprimant leur choc. Mais je ne pouvais me concentrer que sur mon fils courageux et brillant, qui avait porté seul ce terrible fardeau pendant 3 jours pour me protéger et assurer que justice soit faite pour sa grand-mère. L'enquête qui a suivi a révélé l'ampleur de la tromperie de Sophia. Elle avait acheté de la digitaline en utilisant une fausse ordonnance 3 semaines plus tôt, payant en espèces dans une pharmacie à 2 villes de là, où personne ne la connaissait. Ses relevés bancaires montraient qu'elle avait 3 mois de retard sur son prêt immobilier. Ses cartes de crédit étaient au maximum à 73 000 $, principalement à cause de dettes de jeu dans 3 casinos différents. Elle comptait sur l'héritage de la maison de maman pour résoudre ses problèmes. Elle avait même un agent immobilier prêt à la mettre en vente, promettant une vente rapide en espèces. Le procureur a tout exposé au procès 6 mois plus tard. Sophia avait appelé maman à plusieurs reprises dans les semaines précédant sa mort, demandant d'abord des prêts, puis exigeant ce qu'elle appelait sa juste part. Maman avait refusé à chaque fois, disant à sa sœur de se faire aider pour sa dépendance au jeu. C'est alors que Sophia a décidé que si maman ne lui donnait pas l'argent volontairement, elle le prendrait d'une autre manière. Ce qui me hante le plus, c'est à quel point elle a failli réussir. Si Colton n'avait pas joué à cache-cache exactement au bon endroit, s'il ne s'était pas souvenu des leçons de l'agent Rodriguez sur le fait d'être un bon témoin, s'il n'avait pas été assez courageux pour parler au moment le plus important, je serais peut-être en prison en ce moment pour un crime que je n'ai pas commis. Mon fils serait en famille d'accueil et Sophia vivrait dans la maison de ma mère, dépensant l'argent que maman avait économisé pour l'avenir de son petit-fils. Lors de la sentence de Sophia, elle a finalement tout avoué. Elle s'est effondrée à la barre, prétendant que le jeu l'avait rendue désespérée, qu'elle n'avait jamais eu l'intention que maman meure, juste de la rendre assez malade pour avoir besoin de soins afin d'obtenir une procuration. Le juge n'y a pas cru. Dissoudre autant de digitaline dans le thé de maman était une tentative de meurtre devenue meurtre. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Vous avez trahi la confiance la plus sacrée, lui a dit le juge. La confiance entre sœurs. Vous avez pris la vie de quelqu'un qui vous aimait, puis vous avez essayé d'en accuser sa fille. Vous auriez laissé une femme innocente aller en prison et un enfant grandir sans sa mère, tout ça pour de l'argent. Sophia a écopé de 25 ans de prison à la perpétuité. Elle sera éligible à la libération conditionnelle à 86 ans, bien que le procureur doute qu'elle l'obtienne un jour. La dépendance au jeu, la préméditation, la tentative de me faire accuser, tout cela dresse le portrait de quelqu'un que la commission des libérations conditionnelles ne voudra pas relâcher. Colton n'aime pas parler de cette nuit-là, mais parfois je le surprends à regarder la photo de maman avec une telle tristesse dans les yeux. J'aurais aimé sortir de ma cachette plus tôt, m'a-t-il dit une fois, 6 mois après la fin du procès. Peut-être que j'aurais pu la sauver. Je l'ai alors fait asseoir et j'ai pris ses petites mains dans les miennes. Écoute-moi, mon chéri. Ce qui est arrivé à mamie n'est pas de ta faute. Tu jouais à un jeu. Tu te comportais comme un enfant. Exactement comme tu aurais dû le faire. Ce que tu as fait après, parler et dire la vérité, c'était extraordinaire. Tu m'as sauvé. Mamie serait si fière de ton courage. Tu penses qu'elle savait que j'étais là, a-t-il demandé doucement. Je pense qu'elle savait que tu l'aimais, et c'est ce qui comptait le plus pour elle. L'agent Rodriguez entraîne toujours l'équipe de baseball de Colton. La semaine dernière, après l'entraînement, il m'a pris à part.
Votre garçon a un caractère incroyable, a-t-il dit. La plupart des adultes n'auraient pas géré cette situation aussi bien que lui. Il a compris le poids de la vérité et n'a pas eu peur de le porter. J'ai vendu la maison de maman 2 mois après le procès. Trop de souvenirs, à la fois beaux et horribles. Nous avons utilisé une partie de l'argent pour déménager dans un endroit plus petit, près d'une meilleure école pour Colton. Un nouveau départ où les gens ne chuchotent pas en nous voyant comme cette famille des infos. Le reste est allé dans son fonds universitaire, exactement comme maman le voulait. Parfois, je me réveille la nuit en pensant à la vitesse à laquelle la vie peut changer. Comment les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent nourrir les intentions les plus sombres. Mais ensuite, je regarde mon fils, le courageux, honnête et observateur Colton. Et je me souviens de ce que maman me disait toujours, la vérité finit toujours par refaire surface, Vrona. Parfois des endroits les plus inattendus. Elle avait raison. Parfois, la plus petite voix dans la pièce est celle qui a le plus de poids. Parfois, le courage d'un enfant de 8 ans peut briser les mensonges soigneusement élaborés d'un adulte. Et parfois, l'héritage qui compte le plus n'est pas l'argent ou les biens, mais les valeurs que nous transmettons à nos enfants. La force de défendre la vérité même quand nos genoux tremblent. Le véritable héritage de maman perdure dans le courage de Colton, dans son sens de la justice, dans sa compréhension que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile, mais que c'est toujours nécessaire. Cela vaut plus que n'importe quelle maison ou compte en banque. C'est l'héritage que personne ne peut voler. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vos commentaires comptent énormément pour moi et je les lis tous. Et si vous voulez entendre d'autres histoires vraies sur la famille, la justice et les héros inattendus parmi nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être là.